le monde, bienvenue pour cette troisième conférence. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du loup de manière générale. Comment ça va se passer, un petit peu comme les deux autres conférences que j'ai déjà données. Voilà, on va commencer par parler un petit peu de la classification phylogénétique du loup. Où est-ce qu'il se situe dans l'arbre du vivant. Ensuite, je vais parler de sa biologie. On aurait toute une partie sur la reproduction et sur l'évolution des louveteaux. Ensuite, un petit peu de comportement, tout ce qui est jeu, la chasse, etc. etc. Pour continuer, je vous parlerai de l'unité sociale des loups, c'est-à-dire la meute. Et pour conclure, je ferai quelques mots, mais très rapidement, sur le loup en captivité. Ça ne va pas être le principal de la conférence. Ce sera juste quelques mots pour savoir un petit peu comment ils font dans les parcs pour gérer un petit peu les loups. Le but, c'est vous donner les connaissances de base pour savoir un petit peu à quoi vous attendre si un jour, par chance, vous êtes amené à travailler avec des loups. Donc pour ce qui est de la classification, j'ai repris comme d'habitude la pyramide de classification. On commence bien sûr avec le règne animal, ça c'est assez facile. On a l'embranchement des cordées. La classe, c'est les mammifères. Ensuite, on passe aux carnivores, aux canidés. Et le genre et l'espèce, c'est Canis lupus. Bien sûr, il y a des niveaux intermédiaires, mais c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. J'ai décidé de ne pas vous les montrer. Rien ne vous empêche d'aller faire une petite recherche sur Google si vous voulez avoir vraiment tous les niveaux du loup. Donc, comme je l'ai dit, l'espèce, c'est Canis lupus. Il y a environ 30 sous-espèces chez Canis lupus, dont le chien domestique qu'on va appeler, lui, Canis lupus familiaris. Les autres sous-espèces de loups vont se différencier principalement sur la base de leur poids, de leur taille ou encore de la couleur de leur pelage. D'après les premiers indices qu'on a, ça daterait d'à peu près 135 000 ans. Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes puisque c'est difficile à dater et ça reste juste des indices. Les vraies preuves empiriques de domestication, ça remonte à un peu plus de 10 000 ans. C'est les vraies preuves, mais les premières auraient eu lieu il y a 135 000 ans. Sous Cro-Magnon probablement. Un loup, ça va peser entre 20 et 60 kg. Du museau jusqu'à la base de la queue, 1,10 m à 1,40 m pour 60 à 85 cm au garrot. Cette grande amplitude dans la morphologie, ça provient de la différence entre les sous-espèces. À titre d'exemple, on a à gauche là la plus petite sous-espèce, le loup d'Arabie, Canis lupus arabs. Les mâles, ils font en moyenne 18 kg. Les plus gros loups, ça va être les loups d'Europe ou d'Amérique du Nord, donc Canis lupus occidentalis. Ça va de 30 à 65 kg, sachant que quand même, c'est excessivement rare qu'un individu dépasse les 60 kg. Mais ça, c'est déjà vu. Donc, maintenant, le corps et le membre des loups. Donc le loup, il est digitigrade, c'est-à-dire qu'il va marcher en s'appuyant sur ses doigts. Il en a 5 aux pattes antérieures et 4 aux pattes postérieures, comme le chien de toute façon. Sachant que le 5e doigt aux pattes antérieures, donc les pattes avant, il ne sert pas d'appui. Il est plus ou moins vestigial, donc il n'a plus vraiment de grande utilité. Les griffes des loups sont non rétractiles, elles sont constamment sorties. Et c'est, comme je l'ai dit dans la conférence sur les félins, une des grandes différences entre les deux groupes. Si vous voyez une empreinte au sol que vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que c'est, si vous voyez des griffes, il y a de fortes chances que ce soit un canidé. Le cou du loup, il est puissant et compte toujours 7 vertèbres verticales, à peu près comme tous les vertébrés. Et son pied, lui, par contre, il est plus compact que celui du chien. Il est plus allongé, il a les coussinets plus épais, tout simplement parce que, contrairement au chien domestique, le loup a tendance à se déplacer sur des supports et dans des endroits assez escarpés, assez accidentés. Donc il a besoin d'avoir des pieds et des coussinets plus épais pour le protéger. Les poils. On distingue 3 types de poils. On a déjà le poil dit de bourre, qui est vraiment, lui, laineux. Ces poils-là sont courts et ondulés. C'est ce qui induit en hiver une bonne isolation thermique. On a ensuite le poil de jarre. Lui, c'est vraiment le poil de couverture qui va donner la couleur à l'animal. Ce poil-là, il est raide et il est épais. Et au niveau du dos, il est érectile, c'est-à-dire que quand l'animal va s'énerver, devenir menaçant, il va pouvoir se redresser. Il peut avoir un peu la chair de poule.
Et on va terminer par les vibrisses. Donc les vibrisses, qu'on appelle aussi les moustaches communément, ce sont effectivement des poils, se trouvent sur les joues et le museau, et ils ont un rôle sensitif dans la perception du toucher. Donc la couleur, elle dépend de plein de choses. Déjà, la sous-espèce, toutes les sous-espèces de loup vont pas forcément être de la même couleur. On va en avoir des complètement noirs jusqu'au complètement blanc, et on peut passer par toutes les teintes de gris, voire du brun. Ça peut également dépendre des individus, de leur histoire génétique, suivant leurs parents. Ils n'auront pas forcément la même couleur. Des demi-frères ou des demi-sœurs peuvent avoir des couleurs identiques, comme peuvent avoir des couleurs différentes, suivant le gène qu'ils vont hériter de leurs parents. Ça va dépendre également de l'âge et de la saison. Donc un individu vieux, comme chez nous, va avoir tendance à blanchir. Et suivant les saisons, avec le poil d'hiver et le poil d'été, la couleur peut être amenée à changer. Pas forcément du tout au tout. On ne va pas passer d'un individu noir à un blanc suivant les saisons, mais on peut changer un peu dans les teintes. Pour ce qui est de la dentition du loup, donc, le loup, il a comme nous, quand il est jeune, des dents de lait, qu'il les a pas à la naissance, bien sûr. Et ces dents de lait vont être remplacées par les dents définitives entre 3 et 5 mois. C'est sensiblement la même dentition que les chiens. Donc, vous avez sur l'écran là la formule dentaire, donc, qui correspond à chaque type de dent, avec sur la ligne du haut la mâchoire supérieure, sur la ligne du bas la mâchoire inférieure, et on part du milieu pour aller vers l'extérieur. Donc on commence par les incisives. Les incisives, ils en ont 3 en haut et en bas. Ça leur sert à pincer, à tenir et à traîner leur proie. Et ça leur sert également à retirer la peau et à nettoyer les os. C'est avec ces dents-là, en fait, qu'ils vont vraiment ronger les os. On a ensuite une canine de chaque côté en haut et en bas qui sert vraiment pour la morsure et la perforation. C'est grâce aux canines que les loups sont capables de ne pas lâcher leur proie pendant que cette proie-là se débat. On va ensuite passer aux prémolaires. Les prémolaires, il y en a 4 en haut et en bas, encore une fois. Et les molaires, il y en a 2 en haut et 3 en bas. La photo que vous avez là, c'est la mâchoire supérieure qui est vue d'en bas. Donc vous voyez le palais avec les dents. Les loups, ils ont des dents qu'on appelle carnassières. Ça va être la 4e prémolaire de la mâchoire supérieure et la première molaire de la mâchoire inférieure. Les carnassières, elles vont servir à broyer les os et à en découper la chair. C'est des dents qui sont très développées. On peut le voir sur la photo. Je ne sais pas si vous voyez bien la souris. La carnassière, c'est celle-ci, qui est vraiment très développée. Elles ont des bords qui sont tranchants et séparés par une encoche en V. Ça leur sert vraiment de cisaille. Contrairement aux herbivores qui n'ont pas ces dents carnassières-là, c'est propre aux carnivores. Donc, comme je viens de le dire, le loup, c'est un carnivore qui va se nourrir quasi exclusivement de viande. Pour ça, il a une biologie et une anatomie qui est adaptée. Ils ont des intestins qui sont courts, avec des glandes annexes qui seront excessivement grosses pour produire les molécules qu'il faut pour vraiment que tout glisse et tout soit bien digéré, tous les sucs. L'estomac, il est volumineux. Ça permet au loup, quand il trouve une grosse proie, de faire un gros repas et de pouvoir jeûner plusieurs jours après. Parce que le loup, dans la nature, il ne va pas forcément se nourrir tous les jours. C'est pour ça que quand il a l'occasion de beaucoup manger, il faut que ce soit possible. Et comme les chiens, le loup, il peut ingurgiter de l'herbe pour faciliter le transit ou même pour se purger, se faire vomir, pour tout nettoyer. Le transit, il va durer entre 24 et 36 heures. Donc les proies dominantes chez les loups à l'état sauvage, ça va être les grands ongulés. Bien sûr, ils sont très adaptables et ça va dépendre effectivement de la région où ils se trouvent. En Scandinavie, les loups, dans une étude, ça a été montré qu'ils se nourrissent environ de 75% d'élan. Mais bien sûr, ils vont faire avec ce qu'ils vont trouver. On ne trouve pas d'élan, par exemple en France, alors qu'il y a quelques loups. Donc ils vont faire vraiment avec ce qu'ils auront sous la main. C'est pour ça qu'ils peuvent être amenés à parfois chasser les troupeaux. Il y a différents critères que les loups sont capables de reconnaître pour déterminer si une proie est vulnérable ou non. Déjà, il y a l'espèce. Il y en a, comme je l'ai dit, il y en a certaines qui sont préférées à d'autres. Et pour le cas d'une meute, ils vont généralement essayer de chasser la proie la plus grosse possible pour pouvoir nourrir tout le monde. Il y a le sexe de la proie, bien sûr.
Les mâles cervidés, les mâles ongulés, comme on peut voir le cerf sur la photo, sont souvent chassés en période de rut, car à ce moment-là, les mâles ils ont tendance à s'isoler et c'est plus facile de chasser une proie qui est toute seule plutôt qu'une proie qui est en troupeau ou en harde. Ensuite, on a l'âge. Évidemment, ils vont préférer les jeunes ou les individus âgés qui sont plus faibles et qui demanderont moins d'énergie pour être chassés. C'est le cas également des individus qui sont mal nourris, qui sont malades ou handicapés. Ils sont plus faibles, donc plus faciles à capturer. Les femelles qui sont expérimentées, par exemple, avec des petits, ont tendance à être plus fortes et plus expérimentées, et donc ils vont transmettre cette expérience-là à leurs petits qui seront plus facilement aptes à se protéger. Les parents et les petits qui sont bien en forme vont être plutôt délaissés par la meute. Et à côté de ça, bien sûr, l'agressivité. Un individu qui est agressif va avoir tendance à se défendre violemment, ce qui sera moins rentable pour le loup. Pour ce qui est des repas, comme chez beaucoup d'espèces, c'est les dominants qui vont manger en premier. On peut avoir une forme de solidarité avec certains membres de la meute. Par exemple, une femelle qui est allaitante, qui vient d'avoir des petits, ne va pas sortir de la tanière pour se nourrir. Donc les autres membres vont lui apporter de la nourriture. En moyenne, un loup adulte, il va manger entre 1,7 et 6 kg de viande par jour. On peut monter jusqu'à 10 kg pour un gros repas. Si ça suit une période de disette, s'ils n'ont pas mangé pendant un certain temps, ils peuvent monter jusqu'à 10 kg. Et si jamais ils sont rassasiés avant d'avoir fini toute la proie, ils sont capables de la cacher, de la mettre en réserve pour y revenir plus tard si jamais ils ne trouvent pas de proie plus fraîche. Ensuite, pour ce qui est des repas en captivité, ce qui est sûr, c'est que les besoins sont moins importants, tout simplement parce que les animaux n'ont pas besoin de chasser, ils n'ont pas besoin de défendre leur territoire, ils sont mieux soignés, donc leur énergie, ils l'économisent plus facilement, c'est pour ça que les repas sont nettement moins importants, entre 1,2 kg et 2 kg de viande en moyenne par jour. Et bien sûr, il faut savoir que suivant les saisons, ces rations-là, elles peuvent être amenées à changer. On leur donne généralement plus de viande en hiver pour qu'ils fassent plus de réserves. On va maintenant parler reproduction. Déjà, qui se reproduit? Généralement, c'est le couple alpha, donc le couple dominant. C'est le cas le plus courant, mais on peut voir des petites différences. On a rarement des accouplements hors alpha, tout simplement parce que les alphas, ils vont induire d'une certaine manière une stérilité chez les autres membres de la meute. On a vu chez une meute captive que le mâle, par exemple, il pouvait avoir d'autres préférences. En 67, il y a une étude qui a été faite sur une meute et ça a montré que le loup, lui, l'alpha, le mâle dominant, il préférait une femelle qui était inférieure en rang social et il avait tendance à repousser la femelle alpha. Et la femelle alpha, elle, du coup, s'est accouplée avec d'autres mâles. Donc, le cas le plus courant, c'est le couple alpha qui se reproduit entre lui, mais c'est pas dans 100% des cas. On peut voir d'autres différences. Donc, quand est-ce que les reproductions ont lieu? Généralement, c'est variable en fonction des lieux. Ça peut avoir lieu dès janvier dans les pays chauds, mais généralement, dans les régions froides, ce sera au printemps. On a une période de chaleur par an, donc une portée par an chez la femelle, et l'accouplement, il dure une trentaine de minutes. Ça se passe comme chez le chien, ils vont rester accrochés un bon moment avant de se séparer. Ensuite, une fois que la reproduction a eu lieu, que la femelle elle est pleine, avant la naissance. Donc, généralement, la naissance a lieu fin avril, début mai, et une semaine avant, la femelle elle va s'arracher les poils du ventre avant de tapisser le fond de la tanière pour déposer son odeur un peu partout, pour la protéger, ça tient chaud. Et le fait de dénuder son ventre, ça lui permet de dénuder les mamelles. Et comme ça, les petits auront un accès plus facile à la tétée, ils n'auront pas à se débattre avec les poils. Pour ce qui est de la naissance en elle-même, au moment opportun, la femelle elle va se coucher sur le flanc, se caler le dos et les membres postérieurs contre la paroi de la tanière. À côté de ça, les autres loups de la meute, ils vont devenir beaucoup plus calmes. Le mâle alpha, il va défendre la tanière, mais il va pas s'en approcher. Tous ceux qui s'approchent vont avoir tendance à se faire rejeter par la femelle. Ils ne pourront s'approcher qu'une fois la mise bas terminée. Et après, ils vont s'approcher, mais uniquement pour nourrir la femelle quand les petits seront nés. Après la naissance, comme je l'ai dit, la femelle elle va rester dans la tanière pendant un moment, à peu près 2 mois.
Elle va être nourrie par régurgitation par les autres loups. Et pendant ce temps-là, elle va apprendre à ses petits à faire leurs besoins en leur léchant la région pubienne et la région anale, comme le ferait une femelle chez le chien ou chez le chat. Et elle va même faire le ménage de la tanière en absorbant les déjections de tout le monde pour garder la tanière un minimum propre et éviter la propagation d'infections. Les louveteaux. Je parle des louveteaux, je parle un peu de la gestation en même temps. Donc la gestation, elle dure à peu près 2 mois. Et comme je l'ai dit, il y a une portée par an. Chaque portée fait entre 2 à 8 petits. Et ils vont beaucoup évoluer. À la naissance, ils font entre 300 et 500 grammes. Ils ont les yeux fermés. Les yeux ne vont s'ouvrir qu'à peu près à 2 semaines. Ça se passe généralement comme chez le chien. À 2 semaines également, il y a les premières dents de lait qui vont commencer à pousser. Jusque-là, ils sortent absolument pas de la tanière. Et à 3 semaines, ils vont commencer à pointer le bout du museau en dehors de la tanière, mais vraiment sans s'en éloigner. À partir de 1 mois, il y a la fourrure adulte qui va commencer à apparaître. Ça commence autour des yeux et autour du nez. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à jouer un petit peu et à faire des mimiques de combat de dominant. On peut le voir sur la photo, hein, il se chamaille un petit peu. Ensuite, à 5 semaines, donc un petit peu plus d'1 mois, la femelle, la mère, va commencer à sevrer les petits, ils vont commencer à se nourrir un petit peu de viande. Entre 8 et 10 semaines, ils vont sortir un peu plus de la tanière, ils vont aller dans ce qu'on appelle des sites de rendez-vous qui restent très proches et très surveillés de la tanière. À 12 semaines, ils vont commencer à participer à la chasse. Attention, je dis participer à la chasse, c'est une participation qui n'est pas active, ça va être juste de l'observation. On pourrait dire qu'ils vont être en stage, ils vont regarder comment les adultes font, mais sans vraiment participer. Ils sont encore trop petits, trop faibles et ce serait trop dangereux pour eux de participer. Entre 14 et 27 semaines, c'est ce qu'on appelle une phase de croissance rapide qui dure à peu près 3 mois. Et pendant cette phase-là, le petit va gagner entre 600 et 700 grammes par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument énorme. Ensuite, les dents définitives, donc les dents adultes, vont apparaître entre 4 et 6 mois avec la chute des dents de lait. À 7 mois, la phase de croissance rapide sera terminée. On va vraiment atteindre une phase de croissance qui sera très lente avec 30 grammes de prise de poids par semaine pour les femelles, par exemple. Et je parlais tout à l'heure de leur début à la chasse qui n'était que de l'observation. Donc à 8 mois, ils vont commencer à participer activement et accompagner vraiment la meute à la chasse. Un loup va arrêter sa croissance à 1 an. Donc le squelette aura atteint sa taille adulte, il va prendre du poids encore, c'est la musculature et la graisse qui vont se développer. Et un petit loup va devenir vraiment pleinement adulte à 22 mois avec la maturité sexuelle et ils peuvent être amenés à quitter la meute à ce moment-là. Donc quelques mots pas très réjouissants sur la mortalité infantile. Donc l'infanticide chez le loup, c'est un comportement qui est entièrement naturel, même si on peut trouver ça un petit peu choquant. On a une mortalité de 50% des louveteaux avant 3 mois et on atteint 60% avant 1 an. Donc sur une portée, il y en a au moins la moitié généralement qui ne survivront pas. Les petits qui sont malades, qui sont mal formés, qui sont chétifs, ils vont être rejetés par leur mère et ils peuvent être, la mère peut aller jusqu'à les tuer pour ne pas perdre d'énergie à s'occuper de petits qui ne survivront pas. C'est malheureusement la loi de la nature et c'est un comportement qui est naturel. Pour le comportement, j'ai décidé de me concentrer plus sur l'aspect communication, sur les différentes techniques de chasse et sur les jeux. Ça va être relativement rapide sur la partie sur les jeux, parce que si je devais tout vous détailler, tout le comportement du loup, il ne faudrait pas une conférence, il faudrait toute une série, et ça prendrait des semaines, comme beaucoup de choses. Donc là, je vous donne juste les bases. Donc la communication chez le loup, ça passe par 3 canaux. On a la communication auditive, qui passe donc par les vocalisations, la communication olfactive, et on finit par la communication visuelle, qui est l'une des plus développées. La communication auditive, donc les vocalisations, ça vient vraiment en doublure des autres canaux de communication. L'avantage des vocalisations, c'est qu'elles peuvent atteindre la cible, qu'elle soit proche ou loin, de jour comme de nuit. Dans ces cas-là, l'individu receveur n'a pas besoin d'être actif, il n'a pas besoin de chercher la communication pour l'entendre. On a des sons qui sont dits harmoniques, qui interviennent dans un contexte familial, amical, dans un contexte de soumission. Ça va être les gémissements, les couinements et les jappements. On a ensuite les sons qui sont dits bruyants, les sons d'agression et de dominance, les aboiements, les grognements et les grondements. Ces deux types de sons-là, en fait, c'est des sons
des vocalisations qui se font sur une courte distance. Pour les vocalisations à longue distance, ça va être le hurlement. Le hurlement, il a plusieurs fonctions qui ont été plus ou moins étudiées en captivité, mais très peu dans la nature. Ça va être des fonctions de réunion, d'augmentation du lien social, d'accouplement, le hurlement avant l'accouplement. Il n'y a pas de preuves réelles au niveau scientifique qui prouvent ces fonctions-là, surtout pour ce qui est des meutes sauvages, puisque ça a été très peu étudié. Tout ce que je viens de vous dire sur le hurlement, ça reste uniquement des hypothèses. À côté de ça, il y a un chercheur qui s'appelle Morton, en 1977, il a émis une théorie, la théorie de la motivation structure, excusez l'accent anglais, qui énonce que c'est la motivation de l'émetteur qui va déterminer ou au moins influencer la structure de la vocalisation. C'est ce que le loup voudra faire passer comme message qui va influencer la vocalisation. Pour ce qui est de la communication olfactive, donc l'olfaction chez le loup, c'est le sens qui est le plus développé. L'avantage de ce mode de communication-là, c'est que les traces, elles restent pendant longtemps. Et ça va donner une indication sur l'identité, le statut et la santé de l'individu. Ça, j'y reviendrai régulièrement. Et c'est de ce mode de communication, il intervient par différents moyens et il est de différentes natures. Je vais développer ça juste après. Donc les moyens d'émission. On a déjà les glandes cutanées. Le loup a tout un tas de glandes un peu partout sur le corps. Il en a sur les coussinets, par exemple, et il va déposer cette odeur-là, le message, en grattant le sol. Il en a sur le dos aussi, et les phéromones vont être dispersés au moment où le loup il va dresser les poils de son dos. C'est le vent tout simplement qui va disperser ça. Ça va être aussi quand il va se secouer. Ensuite, ils en ont au niveau de l'anus et du prépuce. Ça va être bien sûr des odeurs là sexuelles qui vont donner des indications sur le sexe et le statut de l'individu. Ça veut dire que un mâle ou une femelle n'auront pas la même odeur et un individu dominant n'aura pas forcément tout à fait la même odeur qu'un individu dominé. Et la composition là de ces phéromones va aussi changer suivant les saisons. Donc une femelle hors saison de reproduction et une femelle en saison de reproduction n'émettra pas tout à fait les mêmes phéromones et les autres loups savent faire la différence. Ensuite, on a des sécrétions auriculaires donc, qui ont lieu au niveau des oreilles. Ces sécrétions-là ont très peu été étudiées et on ne sait pas vraiment ce que ça signifie. On a ensuite des sécrétions vaginales qui, bien sûr, ont un rôle important pendant la période de reproduction et les écoulements de ces sécrétions-là vont durer environ 6 semaines. On a ensuite des sécrétions salivaires qui, encore une fois, vont donner des individus sur le sexe, sur le statut reproducteur de l'animal et sur le statut hormonal. Les sécrétions salivaires vont également avoir un rôle dans l'établissement du lien mère-louveteau. La mère va lécher ses petits pour déposer son odeur et pouvoir les reconnaître. Et en tétant, les louveteaux vont déposer leur odeur sur les mamelles de la mère et ils auront plus de facilité à les retrouver, au moins avant que leurs yeux s'ouvrent. Et on a ensuite les fesses et les urines qui ont un rôle dans le marquage territorial. Encore une fois, la composition va changer suivant les saisons. Ça va également donner une indication sur le sexe et le statut physiologique. Il faut savoir que le marquage du territoire chez le loup, il est fait essentiellement par les individus qui sont dominants. Il y a une étude qui a été faite aussi qui montre, je crois que c'était sur 3 meutes en captivité, que le marquage faisait au minimum à 60% par le couple dominant. Et il y avait les individus vraiment dominés qui n'effectuaient pas ce marquage-là. Donc, petite photo. Ici, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler de marquage du territoire. Sur le tronc d'arbre, vous pouvez voir une tache foncée qui est assez importante. Ça peut être tout simplement que la femelle qui est là vient juste d'uriner. Mais il n'y a pas grande différence entre un pipi pour le pipi, un pipi pour le marquage. C'est juste la quantité qui va être émise qui va changer. Donc, il faudra faire un petit peu attention. Si jamais vous voyez des loups en captivité, ils peuvent être amenés à marquer leur territoire devant vous. Si vous êtes trop près, vous pouvez être aspergé un petit peu. Ensuite, pour ce qui est de la communication visuelle, elle est extrêmement développée chez le loup. Et c'est ce fait qu'elle soit développée qui la rend difficile à comprendre et à décrire. Elle passe par 3 canaux. Donc, il y a 3 zones du corps qui permettent de communiquer visuellement chez le loup. Ça va être déjà la face, que ce soit les oreilles, les yeux, les babines, les canines, le front. Il y a plein de choses chez la face qui permettent de communiquer chez le loup. On a ensuite le corps, donc la posture et les poils, s'ils sont dressés ou non, par exemple.
et on termine par la queue. C'est un chercheur qui s'appelle Rudolf Schenkel en 1946 qui a été un des premiers à décrire la communication visuelle chez le loup. Donc je vais pas mal m'appuyer sur ce qu'il a dit dans les diapos suivants. Ici, vous avez un tableau qui concerne la communication visuelle au niveau de la face. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez juste dans la colonne du milieu, enfin la colonne de droite, c'est le canal utilisé pour la main. Donc les yeux, les oreilles, ça peut aller partout. Et les deux autres colonnes, c'est l'agression et la peur. Par exemple, pour ce qui est des yeux, un regard direct sera un regard perçu comme agressif et un regard fuyant, c'est un regard qui va traduire la peur. Ici, vous avez la face. C'est un schéma qui vient d'une autre étude, une étude de Zimen en 1981. On va partir généralement, encore pour la main, du point en bas à gauche. En bas à gauche, c'est une attitude qui est dite neutre. Et si on va se déplacer vers la droite, on va augmenter en agressivité au fur et à mesure. Alors que si on se déplace vers le haut, on va augmenter en peur. Donc vous pouvez voir en haut, sur les 3 dessins du haut, les oreilles par exemple, qui ont tendance à être un peu plus aplaties. Donc un loup qui a les oreilles aplaties, c'est un loup qui aura peur. Alors que sur les schémas à droite, les oreilles ont tendance à être beaucoup plus dressées, surtout sur le schéma tout en bas à droite, vraiment dressées. Pour ce qui est des babines, les babines qui sont retroussées, qui sont toutes plissées, c'est un signe de menace et d'agressivité. Les canines bien découvertes et bien montrées, aussi un signe d'agressivité. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la queue. Donc vous avez ici à peu près toutes les positions possibles de la queue d'un loup. Les 3 entourés en vert traduisent la menace. Donc quand la queue est vraiment dressée, tout hérissée, c'est un loup qui est menaçant. Alors que quand la queue est vraiment basse et peut aller même jusqu'entre les pattes, c'est un loup qui a tendance à se soumettre. Et ça, c'est exactement la même chose chez les chiens. Ensuite, pour vraiment parler de soumission, on a 2 types de soumission. On a la soumission qui est dite active et la soumission qui est dite passive. La différence, ça vient de qui est à l'initiative du contact. Pour une soumission active, c'est le dominé qui va approcher le dominant. C'est ce qu'on peut voir sur les schémas à gauche. Donc en 1, c'est le dominé qui va commencer à s'approcher du dominant. Là, on voit bien la queue entre les jambes, les oreilles aplaties, alors que le dominant, lui, il a la queue bien redressée et les oreilles bien droites. Sur les schémas numérotés 2, c'est le dominé qui va essayer de venir un peu lécher le museau pour calmer un peu le dominant et pour se faire bien voir. À côté de ça, la soumission passive, c'est le contact qui est à l'initiative du dominant cette fois. Donc sur le schéma, le dominant, il est debout, le dominé, il est sur le dos. Donc se mettre sur le dos, c'est vraiment un signe de soumission. Et il offre un peu sa région anale pour que le dominant puisse la renifler s'il en a envie. La chasse aux petites proies. Il y a une technique qui est beaucoup utilisée chez le loup et chez en général tous les canidés qui chassent. C'est la technique du saut de souris qu'on appelle aussi le mulottage. Donc là, l'animal, il va sauter des 4 pattes et atterrir vraiment sur la proie pour la bloquer. C'est la technique qui est la plus connue, mais il y en a d'autres. Ça peut être chasser directement en sortie de terrier ou même chasser en couple. Ensuite, pour la chasse aux grandes proies, là, la chasse, elle intervient en meute. La meute va approcher furtivement de l'individu qui sera visé ou même du troupeau jusqu'à peu près une dizaine de mètres. Ensuite, on va avoir des individus qui vont faire diversion, qui vont faire exprès de se faire voir pour rabattre la proie vers d'autres membres de la meute qui, eux, vont l'attaquer directement. Généralement, ils vont essayer d'attaquer à l'arrière-train de la proie, tout simplement parce que c'est plus facile à viser, que l'arrière-train est généralement plus gros que le cou, même si ça ne leur permet pas de blesser mortellement la proie. Ils attaquent l'arrière-train et ils essayent de faire tomber la proie, et une fois que la proie est à terre, là, ils vont la mordre aux zones vitales pour vraiment la tuer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le choix de la proie, il est fait par les individus dominants. Donc, les jeux maintenant. Les jeux sociaux, ils vont apparaître durant le 2e mois de vie du petit louveteau et ils peuvent prendre plein de formes différentes. On a d'abord les jeux de mimique. Ça correspond au comportement adulte de menace et de soumission. Au début, les louveteaux, ils vont avoir tendance à exagérer ces comportements-là au niveau des vocalisations, des mimiques.
Ça va être vraiment très très exagéré. Et au fur et à mesure qu'ils vont pratiquer ces jeux-là, ces jeux vont gagner en qualité, ils vont se rapprocher des comportements réels jusqu'à avoir vraiment les comportements typiques des adultes. On peut avoir des jeux de lutte, des jeux de combat de dominance, comme j'ai parlé tout à l'heure, des morsures, des sauts, courses, jeux sexuels. En fait, c'est par le jeu que les louveteaux vont apprendre tous les comportements dont ils ont besoin pour faire des adultes compétents, on va dire. Maintenant, je vais vraiment vous parler de la meute qui est l'unité sociale chez le loup. La définition, selon Wikipédia, une meute est un groupe social conspécifique de canidés. La taille du groupe et le comportement social varient selon les espèces. Donc, quand on parle de meute, on parle vraiment de canidés. Les critères, pour vraiment faire une meute, les critères de sociabilité. C'est un groupe qui doit être stable dans le temps, c'est pas juste des individus qui vont se croiser au moment de la reproduction, par exemple. Le groupe, il est vraiment stable tout au long de l'année. On a une cohésion dans l'espace, c'est pas juste, encore une fois, des groupes qui peuvent se croiser pour dormir. Il doit y avoir un phénomène de communication et de coordination des activités. C'est pas chacun va de son côté. Et ensuite, très très important, peut-être même le plus important, reconnaissance des membres et donc discrimination des individus non membres de la meute. Donc si par exemple si un loup solitaire s'approche d'une meute, il y a de fortes chances qu'il soit éjecté avec perte et fracas, voire même pire. Pour ce qui est de la structure. Donc la structure, elle a été très étudiée. Tous les scientifiques ne sont pas forcément d'accord sur la structure de la meute chez le loup. Ce qui est le plus communément admis, c'est qu'on a tout en haut un couple alpha, donc un couple dominant. Ensuite, on a des bêtas. Il y a des niveaux intermédiaires. Tout le monde, encore une fois, n'est pas d'accord sur le nombre de niveaux intermédiaires. Mais tout en bas, on a l'oméga, donc l'individu le plus dominé du groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les louveteaux qui sont nés dans l'année ne sont pas pubères et ils ne sont pas concernés par la hiérarchie. Généralement, une meute, en fait, ça peut être juste une famille, donc les parents plus les descendants des dernières années qui ne sont pas encore tout à fait matures sexuellement, mais ça peut être aussi plusieurs familles. Ça dépend vraiment des autres, ça dépend de plein de choses. C'est pour ça que j'en parle pas, il n'y a pas de nombre précis dans une meute. Une meute, ça peut aller de 2, ça peut aller jusqu'à une trentaine à peu près, voire même plus. Donc il n'y a pas de nombre typique de loups dans une meute. Pour revenir aux alphas, comme je l'ai dit, c'est eux qui prennent toutes les décisions. Donc l'organisation des repas, le choix des proies, etc., etc. Ce sont aussi les premiers à manger, donc ils se réservent les meilleurs morceaux. Ils sont à l'origine de tous les déplacements. Ils organisent également la défense du territoire. Ils s'en chargent eux-mêmes en cas de besoin. Et ils régulent la reproduction. Ils vont induire une stérilité chez d'autres individus. Ce n'est pas infaillible, ce serait, il paraît, une stérilité due au stress. Ils vont stresser les autres individus et ce stress-là, ça va les bloquer dans leur comportement reproducteur. Comment on reconnaît un individu alpha? Déjà, il a les oreilles droites, la queue dressée et le regard fixe quand il interagit avec les autres membres de la meute, donc ça reste des signes de menace. Là, c'est pas un individu qui est agressif, on le voit à sa face, mais c'est un individu qui menace et qui fait voir sa dominance. Ensuite, on a les bêtas. Les bêtas, ce sont des gardes du corps. Leur boulot principal, ça va être de protéger le couple alpha. Et pour ce faire, ils ont besoin de certaines caractéristiques. Déjà, ils sont intrépides et vigoureux. Donc, comme ils sont vigoureux, généralement, c'est les individus les plus gros de la meute. Ils sont plus gros que l'alpha. Ils peuvent être plus puissants. En gros, c'est les muscles. Un autre de leur rôle, c'est de jouer les éclaireurs. Quand la meute se déplace sur de longues distances, ils peuvent prendre les devants et se retrouver, par exemple, isolés. Et le fait qu'ils soient plus puissants, ça leur permet de se défendre plus facilement tout seuls en cas de besoin. Ils ont un hurlement qui est 3 à 4 fois plus long et il est plus long que celui de l'alpha. C'est eux qui hurlent le plus fort. Et tout ça, en fait, ça fait que ce sont les candidats les mieux placés pour remplacer le mâle alpha en cas de besoin. On passe ensuite aux individus gamma, donc les individus de rang moyen, on va dire. Quand la meute se déplace, eux, ils vont se mettre plus ou moins sur les côtés pour faire croire que la meute, c'est un gros groupe. Autre chose dans leur travail, c'est monter la garde et contrôler le territoire. C'est eux qui vont être chargés d'aller vérifier que les marquages que le couple alpha a fait sont toujours bien en place. On va terminer par le rang inférieur, donc l'oméga, qui est le souffre-douleur.
Donc son rôle à lui, c'est de faire baisser les tensions. Donc, pour ça, il va toujours se placer au milieu au moment des querelles. Il va encaisser tous les coups. Ça va rétablir l'équilibre. Bien entendu, ça va être le dernier à manger. Donc c'est pas le rôle le plus glorieux au sein d'une meute, mais c'est aussi un des rôles les plus importants. Les meutes ont besoin d'un défouloir, et s'ils n'ont pas, ça peut créer beaucoup de tensions, perturber le fonctionnement de la meute, ça peut aller même jusqu'à la faire imploser. Donc il a beau se prendre des coups, faut pas sous-estimer son importance. Comment on reconnaît un oméga? Donc pour commencer, il a la fourrure toute aplatie, il va pas avoir le dos, les poils du dos qui vont se dresser, ils vont avoir les oreilles baissées et la queue entre les pattes. Sur la photo, là, on voit pas la queue, mais elle est bien entre les pattes. Si vous voyez des meutes en captivité, un individu comme ça, tout le temps, même quand il n'a pas forcément de rapport avec les autres, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit un oméga. La structure de la meute, elle est stable, mais elle n'est pas immuable. En fonction des événements, la hiérarchie peut être amenée à évoluer. Les individus, ils peuvent monter en grade, ils peuvent être dégradés. Bon, il y a fort peu de chances qu'un oméga finisse alpha, faut pas se leurrer. Mais un bêta peut être tenté de devenir alpha, ou etc., etc. Après, il y a des scientifiques qui disent que c'est beaucoup moins complexe que ça dans une meute, surtout si c'est une meute familiale. Quand il y a juste une famille, ça va être au sommet les parents, et ensuite il y aura les jeunes des différentes générations qui n'auront pas encore été éjectés. Après, cette structure-là, en alpha et en oméga, c'est plutôt valable sur les meutes qui sont plus importantes avec plusieurs familles. On va maintenant parler de la dernière partie de la conférence. Donc la captivité, ça va plus servir de rôle de conclusion. Quelques mots sur la réglementation des loups en captivité. Depuis l'an 2000, il faut une autorisation d'ouverture pour détenir des loups en captivité, ce qui fait qu'il y a uniquement les établissements d'élevage ou de présentation au public d'espèces non domestiques qui sont autorisés à détenir des loups en captivité. Un particulier ne peut pas avoir de loup chez lui. Tous les loups captifs en France, ils sont recensés par le fichier national d'identification du loup, et ce depuis 2015. Ce fichier-là, il n'est pas public, sinon je vous aurais mis un lien. Il reste au sein des autorités compétentes. En cas de contrôle, pour vérifier que toutes les installations sont bien aux normes, c'est la DDPP, donc la Direction départementale de la protection des personnes, qui va s'en charger. Pour ce qui est des installations en elles-mêmes pour les loups, c'est comme pour les autres espèces, comme pour les félins, il faut qu'ils puissent être entrés la nuit. Donc il doit y avoir des loges, même s'ils n'y vont pas forcément tout le temps. La plupart des loups auront une tanière au sein de leur enclos pour pouvoir se cacher, surtout les femelles qui vont mettre bas. Et dernière chose, en 2018 à l'automne, il y a eu un contrôle exhaustif de tous les établissements qui hébergeaient des loups. Et ce contrôle-là, il a été fait selon un protocole national uniformisé. Je ne vais pas vous donner le protocole parce que je ne l'ai pas. Ça reste au sein de l'organisme de contrôle. 2 petits chiffres pour les loups. Il y a environ en France 600 loups en captivité. Le chiffre, il n'est pas précis puisque de toute façon, encore une fois, j'y ai pas accès. Ces chiffres-là, ils sont gardés au sein du milieu des parcs zoologiques. Donc on a juste des chiffres approximatifs. Donc 600 loups en captivité pour une soixantaine de détenteurs. Donc si on fait la moyenne, il y aurait une dizaine de loups par meute en captivité, sachant qu'il y en a qui peuvent être beaucoup moins importantes. J'ai vu des meutes en captivité où il y avait juste un couple de loups. Ça peut être une meute récente qui n'a pas encore eu le temps de se reproduire, par exemple. La politique pour s'occuper de loups en captivité, c'est pas d'intervention humaine. En tout cas, le moins possible. On laisse faire la nature, parce que si on intervient, on peut perturber le fonctionnement de la meute et entraîner son implosion. J'en ai terminé pour ce que j'avais à dire. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.